ici. Parce que c'est pas comme un transfert bancaire où on peut dire que bon, il y a des étapes, on peut retrouver des écritures. C'est des choses qui se passent oralement, c'est des attitudes, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'exécutant pose l'acte fatal. Voyez-vous? Et donc, cette plaidoirie-là, à mon avis, donne une certaine lumière pour comprendre. Mais ce que je voulais dire, pour revenir un peu en arrière, quand le drame s'est produit, le président de la République est descendu lui-même sur le terrain. Le président de la République a promis que la vérité devra être faite. Et vous savez, tout au long du processus jusqu'à la mise en place de la commission spéciale d'enquête, il y a eu un moment donné, il y a eu comme cette idée que derrière ce drame-là, il y avait comme une conspiration qui serait même allée jusqu'à vouloir attenter à la vie du chef de l'État. Parce que, semble-t-il, son programme de ce dimanche 4 mars 2012 était de se rendre à Mpila. ODG, ne dit-on. Voilà. Et que, bon, je crois quelque chose au dernier moment. Voilà. Sa résidence. À sa Privé, résidence privée oui. de Mpila, des choses comme ça là. Oui. Donc il y avait même cet aspect que il y avait, est-ce qu'il n'y avait pas une conspiration conduisant à attenter à la vie du chef de l'État? Est-ce que la vérité voulue par le président de la République a été établie? Mais justement aujourd'hui, vous et moi, quand on interroge nos compatriotes, je crois que nous sommes demeurés sur nos attentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas senti la manifestation de la vérité. Et même on n'a pas senti la volonté de voir se manifester la vérité. Dans ce sens que apparemment la préoccupation de régler des situations individuelles des gens a pris le dessus sur la volonté populaire, la volonté de connaître la vérité. L'histoire du 4 mars, le procès du 4 mars, nous sommes tous, en tant que journalistes, des observateurs, ça s'est transformé en un règlement de compte, enfin disons une situation du colonel Nsourou d'un côté, qu'on estimait, semble-t-il, il y a une opinion qui a pensé qu'il était injustement détenu, et contre le pouvoir, ou disons le reste de la machine d'État, la sécurité, les services de renseignement, la justice, semble-t-il, qui le maintenait en prison. C'est ça qui a pris le dessus. Et je me dis, est-ce que le verdict n'est pas tombé dans ce piège-là? On n'a pas senti la gravité du drame. Plus de 300 compatriotes, des destructions énormes, voyez-vous. Et comme je l'avais dit la fois passée, il y a beaucoup de zones d'ombre. Et ces zones d'ombre ne permettent pas de savoir la vérité. Il y a une collègue qui a posé la question, mais est-ce que c'était à un tribunal civil de juger cette affaire? Effectivement, quand on voit cette affaire, c'est une histoire qui se passe dans un camp militaire. Ça se passe dans un camp militaire. Nous, les civils, nous n'en sommes que des victimes. En réalité, c'est un tribunal militaire qui devrait se saisir de cette affaire finalement. Bon, ça c'est un aspect, c'est un avis. Autre chose, on voit quand même que du point de vue des responsabilités, il y a quand même des autorités jusqu'au niveau gouvernemental qui sont concernées. Parce que quand même, c'est au niveau du gouvernement qu'on dit d'abord que c'est un court-circuit, après on se dédie. C'est quand même au niveau du gouvernement où le ministre d'État Yoka dit que la probabilité que ça soit dû à une action humaine était la plus forte. Et que finalement, aujourd'hui, le processus a conclu à une action humaine. C'est-à-dire que le drame du 4 mars, au moment où le procès l'a dit, plus ou moins, que c'est dû à une action humaine, puisque le caporal-chef Kakom a été condamné pour incendie volontaire. Voyez-vous? Mais maintenant, quand on voit la chaîne des responsabilités, quand on voit la chaîne des complicités, apparemment, tout s'arrête là et tout tombe. Et le reste tombe. Et ça laisse sur notre soif. Je ne sais pas ce que c'est volontairement entretenu, mais au procès, il y a eu quand même des choses importantes, des choses même graves qui ont été dites. C'est-à-dire que dans la gravité pèse sur ceux qui ont exercé les responsabilités publiques. Prenons par exemple le cas de la déposition du général Dabira.
qui a déposé en tant qu'inspecteur général des forces armées congolaises et de la gendarmerie à l'époque des faits. Il a dit que lui, depuis 2010, il avait signalé dans ses rapports que les conditions d'entrepôt des munitions dans ces dépôts de munitions s'étaient dégradées et qu'il fallait prendre des décisions. Mais il a dit, il a continué dans son rapport, mais aucune décision n'avait été prise. Et voilà, le drame est arrivé. Voyez-vous. Et là, ça veut dire que la responsabilité publique quand même. Dévoilée. Mais secret défense, je voulais dire, le secret défense, quand il y a 300 personnes qui sont arrachées comme ça à la vie, le secret défense c'est quoi? La défense, c'est la défense de qui? C'est la défense d'un peuple, c'est la défense du territoire d'un peuple. Donc, à partir de là, la justice pouvait très bien obtenir que certaines choses, d'ailleurs, que certains secrets de défense soient levés. Mais d'ailleurs même, il y a eu un débat de procédure à propos du colonel Nsourou à un moment donné, parce que ses avocats mettaient en avant justement le fait qu'il a exercé une responsabilité à travers laquelle il avait un devoir de réserve. Mais à la justice, on l'avait délié de ce devoir de réserve et qu'il était libre de tout dire. Mais au-delà de tout ça là, on n'a pas senti mécaniquement qu'est-ce qui s'est passé. Quelles sont les armes qui étaient entreposées là-bas? Pourquoi il y a eu ces fortes détonations? Pourquoi il y a eu autant de destruction? Parce que c'est tout ça là. Pourquoi il y a eu autant de destruction? Et voilà, à partir de là, on pouvait voir l'implication des décisions qui avaient été prises jusqu'à l'action de celui qui a mis le feu. Votre appréciation par rapport à la non-comparution de certains témoins mais ça, c'est la justice. Vous savez, le jugement qui a été rendu frappe surtout des officiers subalternes ou des sous-officiers. Hein? Les officiers supérieurs, pour la plupart, ont été acquittés. Je n'ai rien contre eux, c'est tant mieux pour eux. Sauf Germain Akindou, qui lui est concerné par un chef d'accusation indirect. Voilà. Hein? C'est un chef d'accusation indirect, c'est pas tellement lié au drame. Lui, c'est un problème d'argent. Oui. Hein? Mais c'est pas directement au drame. Hein? Mais pour le reste, ce sont des officiers subalternes qui ont été. Et là, ça montre comme si la justice s'est acharnée sur les faibles, sur les petits. Hein? Et quand une justice convoque quelqu'un pour être entendu comme témoin et que la personne ne se manifeste pas, je crois que le code de procédure pénale prévoit des procédures. Oui. Alors pourquoi ces procédures n'ont pas été déclenchées? Merci bien, Georges Mbanza. Alors, Elie Smith. Oui, moi je pense qu'il va toujours rester un certain genre d'énigme à la fin. L'énigme, c'est parce que, comme le collègue Gami a dit, ça est devenu comme un problème de règlement de compte. Quand ça devient comme le règlement de compte, qu'est-ce qui se passe? Que tu dis, bon, l'autre nous dit, m'avait dit ceci, bon, combien de fois j'en finis avec 10 000, c'est ce qui s'est passé. Et puis les choses se sont faites rapidement. Moi, je pense que, comme j'ai dit auparavant, hein, je ne trouve pas que quand on a déjà perdu 300 personnes et perdu beaucoup des milliards de francs CFA, il y a des choses que, soit on décide que, écoute, on ne peut pas inculper quelqu'un que c'est un accident, parce qu'à la fin, on ne sait pas, comme il y a eu le ministre d'État Yoka avait dit, il y a eu 26% de probabilité humaine. Voilà. Mais à la fin, quand on fait une enquête comme ça, il faudra qu'on sache est-ce qu'elle a été humaine ou accidentelle, ou sciemment ou accidentelle. À la fin, quand on condamne quelqu'un comme Kakom, bon, et que j'ai oublié le nom de son responsable qui avait dit que maintenant quand je regarde Kakom, il est mieux qu'auparavant. C'est Ngani. Et le colonel Ngani disait que mais quand je le vois ici, il est mieux qu'auparavant. C'est un fou. Quand vous dites vous-même que vous avez un fou que vous mettez pour protéger les dames d'un pays, voilà. Donc vous-même vous êtes un grand irresponsable. Voilà. Et Ernest Bachardimi. Moi d'une manière globale, je voulais d'abord essayer de donner les détails qui ont été donnés par le procureur général quand on a évoqué effectivement le problème de l'absence de certains témoins qui ont été appelés à la barre, notamment je crois que c'est le général Dengue, puis il y avait encore un autre, je ne sais pas si c'est au Bara ou au Bandé comme ça, il y avait des noms comme ça, mais c'est le procureur général qui avait dit que c'est le président de la Cour qui détermine de l'opportunité de la comparution d'un témoin. Dès lors qu'il estime qu'il peut avoir ce que les témoins peuvent dire à partir d'un témoin qui est déjà arrivé ou de quelqu'un qui a déjà parlé,
Et il n'en est pas, il peut dire que bon, un tel, on peut ne pas l'écouter. Ça, c'est l'explication qu'il avait donnée les jours-là. Mais d'une manière globale... Mais sur le coup de pas, il doit quand même se présenter. Moi, je t'ai dit, c'est que il a dit, on peut se présenter, mais le président dit, non, on a déjà... moi, je parle du cas, par exemple, du général Ndengue. Je cite le général Ndengue, par exemple, quand le président a dit qu'on a écouté un général du degré d'Okemba, ici, vous croyez que des généraux de ce degré-là arrivent et que c'est Ndengue qui décide qui ne vient pas et on le regarde? Non, si on croit que le passage d'Okemba, le passage du ministre de la Défense, c'est qui? Monjo. Et d'un autre, ce passage-là a permis qu'on ait les éléments qu'on voulait avoir chez l'autre. Donc le président, j'ai eu de l'opportunité ou de la non-opportunité. Ça, c'est ce que le procureur général avait dit quand les avocats de la Défense l'ont réclamé. Maintenant, oui. Moi, d'une manière globale, je quitte ce procès, en fait. Je termine ce procès avec un goût d'amertume, avec un esprit de déception, parce que j'ai compris en réalité en bonne partie comment se comportent nos magistrats et comment se comportent nos avocats. Et c'est là où j'ai vu, et j'étais déçu pour cela, que même les avocats ou les magistrats sur qui on compte, pour certains, ils peuvent même attiser l'effet du tribalisme, de la xénophobie contre certains compatriotes, ou c'est même eux qui peuvent compliquer davantage une situation qui devrait en réalité résoudre. Parce que c'était quand même ahurissant de prendre toute l'affaire pour laquelle 32 personnes sont concernées, de mettre sous le nom seulement du colonel Tchourou. On dit que c'est seulement de lui qu'il s'agit. Et malheureusement, c'est la seule personne parmi les accusés qui est en liberté. Donc moi j'ai relevé des petits faits qui ont démontré combien de fois il y a trop d'humeur dans les règlements, parfois des situations dramatiques dans notre pays. Donc c'est ce que je voulais dire. Merci. Merci. Et Alphonse Longo, votre réaction par rapport à... Le verdict rendu sur l'affaire du 4 mars, bon, il laisse tout le monde sur la soif, hein, beaucoup plus les victimes. On a l'impression qu'on n'a pas pu démêler les fils, n'est-ce pas, d'un fait aussi gravissime. Et donc, tout reste flou. Ça s'est quasiment tourné autour de la personne du colonel Tchourou. On a l'impression que les règlements de compte entre Tchourou et quelques-uns de ses collaborateurs ou d'autres officiers, et c'est ça qui a primé dans ce procès. Et justement, j'attire l'attention des autorités judiciaires congolaises sur le fait que si aujourd'hui l'affaire du Beach rebondit en France, c'est justement parce que à un moment donné, tout le monde est acquitté et l'État accepte de payer ce qu'on appelle en droit le premium dolores, c'est-à-dire le prix de la douleur qu'on vous a fait souffrir, qu'on vous a administré. Est-ce que dans le cas d'espèce demain, certaines victimes ne pourraient pas être amenées à dire le procès de Brazzaville ne nous a pas clairement dit qu'est-ce qui a été vraiment responsable de ce qui s'est passé? Est-ce que dans ces conditions, il va falloir qu'ils aillent porter plainte ou l'amener devant d'autres juridictions? Donc c'est là toute l'importance pour le judiciaire congolais de pouvoir souvent aller jusqu'au bout des choses pour que les choses soient bien claires. Et là, tel que les choses paraissent, on a l'impression que on vous dit qu'Akom, c'est lui qui a mis le feu volontairement, condamné à 15 ans, tandis que Tchourou, qui est accusé d'avoir mis l'incendie involontairement, est condamné avec sursis. Condamné à 5 ans, mais avec sursis. Avec sursis. 5 ans de travaux forcés, mais avec des larges circonstances. Avec sursis. Et je crois que sans être dans les secrets des dieux, bon, les choses étaient tellement claires que quand même dans cette histoire, je ne crois pas que Tchourou, franchement, était impliqué dans cette histoire, mais maintenant la justice a fait son travail et je constate également que ces avocats se satisfont de ce verdict puisqu'ils n'ont pas décidé de ce pouvoir en cassation. Voilà, cela dit tout. Hein, voilà. De point de vue global, ce verdict a laissé un goût amer aux populations, plus principalement les victimes. Alors, le président Mathurin Bailly, au lendemain de ce procès, c'est-à-dire après avoir prononcé ce verdict, a été rattrapé dans un avion alors qu'il devait effectuer un voyage à Cotonou au Bénin. Alors, cette arrestation, mais cette interpellation, comment vous la justifiez?
Oui, je vais peut-être pas rentrer en disant comment je justifie l'interpellation, mais moi ce qui m'a le plus tiqué, c'est quoi? C'est le fait que nous avons vu ce président de la Cour ne pas appeler les médias RFI. Bon, moi c'est ça qui m'a un peu, c'est ça qui me tique un petit peu. Non, il a appelé, il a pas RFI. Non, il a appelé à DRTV. Il a appelé, moi je l'ai suivi sur RFI. Même à DRTV. Je l'ai suivi sur RFI en train de stigmatiser le zèle de quelques fonctionnaires de notre pays qui ne marcheraient pas selon les règles, selon l'état de droit que l'on veut construire dans notre pays. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Oui, il a le droit. Non, mais le problème c'est, moi je parle, il est interpellé par des services au Congo, dans notre pays, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va s'exprimer à RFI. Pourquoi aller à RFI? C'est ça qui montre... Mais il s'est exprimé à DRTV. Il s'est exprimé à DRTV. Voilà, à ce sujet, justement, nous allons proposer cette image-là. La réaction, justement, du président Mathurin Bailly après son interpellation. J'ai dit, mais on va pas en rester là. J'ai dit, si elle a jeté dans ce pays, ils vont voir ce qu'ils vont voir. S'il vous plaît, comment ça a commencé? Mais à Pointe-Noire, j'allais en mission en Afrique de l'Ouest. Et puis j'ai été interpellé comme un malfrat. Il dit, non, vous mettez là pendant 3 heures. Il m'a abandonné sans rien me dire. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On a reçu les instructions, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Faut que vous me disiez, enfin attendez, vous n'allez pas m'interpeller comme un malfrat. Et puis bon, après il me dit, oh non, ça vient de Brazza, on vous donne à manger. Je dis non, je ne suis pas venu pour manger. Dites-moi ce qui se passe. Après bon, ils m'ont pris un billet, on repart à Brazza. Est-ce que c'était votre destination, Brazzaville? Non, c'est l'Afrique.